Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis ébéniste-restaurateur, ce qui veut dire que mes mains sentent en permanence la cire d'abeille et la térébenthine. Je vis à Paris, dans un petit 2 pièces du 11e arrondissement. L'air y est toujours un peu frais, même en été, et le parquet grince sous mes pieds à des endroits bien précis que je connais par cœur. Ce matin-là, je faisais défiler les chiffres de mon compte en banque sur mon téléphone, le pouce glissant sur l'écran froid. Ma routine est simple. Le réveil sonne avant le soleil. Je bois un café noir, debout dans la cuisine, en regardant la cour de l'immeuble s'éveiller. Je passe la main sur le dossier d'une commode Louis XV à moitié restaurée qui occupe la moitié de mon salon. Le bois est lisse, presque vivant sous mes doigts. C'est le projet d'un client qui a disparu sans payer. L'objet me nargue, immobile, depuis 2 mois. Je remets une mèche de cheveux en place et sors sans faire de bruit. Je préparais toujours 2 tasses de café, avant. Une pour moi, une pour Chloé. L'habitude était restée, mais maintenant je jette le contenu de la 2e tasse dans l'évier. Le liquide chaud qui tourbillonne et disparaît. Je rince la tasse et la repose sur l'égouttoir. Parfois, je vois son reflet dans la fenêtre de la cuisine, juste une fraction de seconde. Puis je cligne des yeux, et il n'y a plus que moi, avec mes cernes et ma chemise de travail froissée. Puis le téléphone a vibré sur le comptoir. Un numéro inconnu. Une voix de femme, nette et professionnelle, me demandant si j'étais disponible pour une consultation. Un gros projet dans une tour à la Défense. J'ai attrapé mon vieux portfolio en cuir, celui dont les coins sont usés jusqu'à la corde, et j'ai vérifié 3 fois que j'avais bien fermé la porte de l'atelier à clé. Mon cœur battait un peu plus vite, un rythme inhabituel dans le silence de mes journées. La Défense, c'était un autre monde. Le vent s'engouffrait entre les tours de verre, froid et impersonnel. Les gens marchaient en vite, le regard fixé droit devant eux. Je me sentais déplacé avec mes mains d'artisan et mes chaussures de sécurité. J'ai poussé une porte-tambour en verre et l'air conditionné m'a saisi. J'ai essuyé discrètement mes paumes moites sur mon jean avant d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur, le doigt hésitant sur le chiffre de l'étage. Je suis entré dans la cabine, les yeux rivés sur mon téléphone, relisant le message du client potentiel. La porte a glissé pour se fermer et j'ai à peine remarqué sa présence. Une femme en fauteuil roulant. J'ai vu son reflet dans la paroi en acier brossé, un chignon argenté impeccable, une veste de tailleur sombre. Elle appartenait à ce décor. J'ai reporté mon attention sur l'écran, les chiffres de mon découvert bancaire qui me brûlèrent les yeux. Puis une secousse violente. Un grincement métallique qui a semblé déchirer l'air. La cabine s'est immobilisée dans un silence soudain et total. La lumière blanche a clignoté avant de s'éteindre, remplacée par la lueur jaune et faible de l'éclairage de secours. Mon téléphone a glissé de ma main. Je l'ai rattrapé juste à temps, mes doigts se refermant maladroitement sur le boîtier. Dehors, le bruit sourd d'un orage a commencé à gronder. C'est là que je l'ai vraiment regardé. J'ai levé la tête. Son visage, si maîtrisé un instant plus tôt, était tendu. Ses mains agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil. Les jointures de ses doigts étaient blanches. J'ai entendu le son bref de sa respiration. Une inspiration rapide, presque un hoquet. Une goutte de sueur a perlé sur sa tempe et a lentement glissé le long de sa joue. Elle ne l'a pas essuyé. « Ça va ?» Les mots sont sortis de ma bouche, un peu rauques. Le son de ma propre voix m'a surpris dans le silence oppressant. J'ai rangé mon téléphone dans ma poche. Le geste semblait mettre un point final à mes propres angoisses. Elle n'a pas tourné la tête vers moi tout de suite. Ses yeux gris fixaient la porte métallique comme si elle pouvait la forcer à s'ouvrir par la seule volonté. Ses lèvres étaient pincées, une fine ligne blanche. Elle a murmuré quelque chose, si bas que je l'ai à peine entendu. Je suis déjà resté bloqué, sa voix était à peine un souffle. Des heures. Ses doigts se sont mis à tambouriner sur le métal de son fauteuil, un rythme rapide et nerveux qui était le seul bruit dans la cabine. J'ai vu son épaule tressaillir au son d'un nouveau coup de tonnerre, plus proche cette fois. Le monde extérieur semblait très loin. Sans réfléchir, je me suis assis par terre. Le sol était froid, lisse, impersonnel. Le contact du carrelage à travers mon jean m'a ancré dans le moment. Nos yeux se sont trouvés au même niveau. La distance entre la femme d'affaires dans sa tour de verre
et le jeune artisan endetté venait de disparaître. « Je m'appelle Léo », j'ai dit doucement. « On ne va pas rester coincé des heures, je vous le promets. » Les portes se sont finalement ouvertes, arrachées par des techniciens au visage grave. La lumière crue du couloir nous a aveuglés. Le retour au bruit, aux gens, a été brutal. Je me suis relevé, mes genoux ont craqué. Alors que je m'apprêtais à partir, elle a fait rouler son fauteuil pour me bloquer le passage. Elle a sorti une carte de son sac. Une seule main, maintenant parfaitement stable. Le carton était épais, couleur crème. Béatrice Letellier, disait-il. Juste un nom et un numéro. Appelez-moi Léo. La carte de Béatrice Letellier est restée 2 jours sur mon établi, entre un pot de colle à bois et une pile de papier de verre. La poussière fine du ponçage la recouvrait d'un voile blanc. Je l'ai prise, j'ai soufflé dessus et j'ai composé le numéro. Ma main a laissé une empreinte sur le carton crème. Sa voix, au téléphone, était redevenue celle de la défense, précise, efficace. Elle a proposé un café, le lendemain, près de Bastille. J'ai accepté, le cœur battant contre mes côtes. J'ai choisi un café d'angle avec de grandes fenêtres. Je suis arrivé avec un quart d'heure d'avance, j'ai commandé un expresso et j'ai fait semblant de lire le journal posé sur la table. Je l'ai vu arriver de loin, son fauteuil roulant glissant sur le trottoir avec une aisance qui m'a surpris. Elle a manœuvré entre les tables sans la moindre hésitation, le menton haut. Un serveur s'est précipité pour l'aider, elle l'a remercié d'un signe de tête qui signifiait clairement qu'elle n'en avait pas besoin. Elle a commandé un thé au jasmin. Elle tenait la tasse chaude entre ses 2 mains, comme pour se réchauffer, même s'il ne faisait pas froid. Une petite cicatrice, presque invisible, barrait son sourcil gauche. Elle se plissait quand elle parlait de la pluie qui menaçait. Nous avons parlé de choses sans importance, du bruit des travaux dans la rue, du prix du café à Paris. Mes doigts tracèrent des cercles invisibles sur le bois de la table, encore et encore. Je sentais dans ma poche la forme lisse d'un petit oiseau que j'avais sculpté dans une chute de merisier. Un de ces objets que je fabrique sans but, juste pour occuper mes mains. Je l'ai fait rouler entre mon pouce et mon index, le bois poli me rassurait. Elle a incliné la tête sur le côté, un geste qui dégageait son cou. « Et vous, Léo, que resterez-vous en ce moment ?» J'ai retiré ma main de ma poche et l'ai posée à plat sur la table. Notre deuxième rencontre s'est faite au bord du canal Saint-Martin. Le soleil de fin d'après-midi donnait à l'eau une couleur sombre et métallique. Je marchais à côté d'elle, les mains dans les poches de ma veste. Il y avait un passage pavé un peu difficile. Sans un mot, j'ai posé les mains sur les poignées de son fauteuil et je l'ai poussé sur quelques mètres. Mes doigts étaient juste derrière ses épaules. Je sentais la chaleur de son corps à travers le tissu de son manteau. Elle ne semblait pas y prêter attention. Elle m'a parlé d'un dossier, quelque chose de complexe avec des clauses et des contrats. Je n'ai pas tout compris, mais j'écoutais le rythme de sa voix. Elle a tapoté la coudoir de son fauteuil avec l'ongle de son index. Un rythme sec, impatient. Moi, je lui ai parlé des différentes essences de bois, de la façon dont le chêne réagit à l'humidité, de la douceur du noyer sous les doigts. Elle a cessé de tapoter et a tourné la tête pour me regarder. Nos rencontres sont devenues une habitude. Tous les mardis, 15h, au même café. Je finissais le travail à l'atelier un peu plus tôt. J'enlevais ma chemise pleine de sueur, j'en enfilais une propre. Je connaissais le bruit de ses roues sur le trottoir avant même de la voir. Elle arrivait toujours à l'heure exacte. Je lui gardais la table près de la fenêtre, celle qui avait le plus d'espace autour. Le serveur nous apportait nos boissons sans même qu'on ait besoin de commander. Les conversations sont restées simples. On ne parlait jamais de l'ascenseur. On ne parlait jamais de Chloé, ni de ce qu'il avait mis dans ce fauteuil. On parlait des livres qu'elle lisait, des outils que j'achetais. Je lui ai montré une photo sur mon téléphone d'une marqueterie que je venais de terminer. Elle a approché son visage de l'écran, ses lunettes ont glissé sur son nez. Elle les a repoussées d'un geste précis de l'index, sans quitter l'image des yeux. Un mardi, elle est arrivée en retard. 10 minutes, 20 minutes. J'ai commandé un deuxième café que j'ai laissé refroidir. Une fine pellicule s'était formée à la surface. Je regardais la porte, chaque personne qui entrait me faisait sursauter. J'ai commencé à plier ma serviette en papier, d'abord en 2, puis en 4, puis en un minuscule carré que je roulais entre mes doigts jusqu'à ce qu'il se déchire.
Je me suis levé pour partir juste au moment où elle poussait la porte. Son chignon d'habitude si parfait était légèrement défait, une mèche argentée s'en était échappée. Elle n'a pas souri en s'approchant. Elle a posé son sac sur la table avec un bruit sourd. « Désolé », a-t-elle dit, la voix un peu rauque. « Journée de merde. » C'est tout. Je me suis rassis. Je n'ai rien demandé. J'ai juste poussé la tasse de thé que le serveur venait d'apporter vers elle. Elle a posé ses 2 mains autour et elle a fermé les yeux une seconde. Les semaines ont passé. La pluie de novembre battait contre les vitres du café. L'air sentait le café chaud et les manteaux humides. J'avais sorti le petit oiseau de bois de ma poche et je le faisais tourner sur la table. Il glissait sur le vernis usé. « C'est du merisier », j'ai dit sans réfléchir. « C'est un bois doux, facile à travailler. » Je parlais pour ne rien dire, pour combler le silence que la pluie rendait plus épais. Elle a tendu la main au-dessus de la table. « Je peux ?» J'ai fait glisser l'oiseau vers elle. Il avait l'air minuscule dans sa paume. Elle l'a caressé du pouce, suivant les veines du bois. Son attention était entièrement tournée vers ce petit objet. J'ai regardé ses doigts, longs et fins, contrastant avec le bois clair. La cicatrice sur son sourcil s'est plissée. Elle semblait chercher quelque chose dans les courbes lisses de la sculpture. J'ai tendu la main pour le reprendre, un geste automatique. Nos doigts se sont effleurés. Juste le bout de son index contre le dos de ma main. Un contact si bref qu'il aurait pu ne pas avoir eu lieu. Mais il a eu lieu. J'ai retiré ma main comme si le bois était devenu brûlant. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. J'ai fixé la condensation qui coulait le long de la vitre, une goutte lente qui traçait un chemin sinueux. Elle a reposé l'oiseau sur la table, exactement entre nous deux. Elle n'a rien dit. Elle a repris sa tasse de thé, mais ses mains tremblaient légèrement. Une goutte de thé a taché la soucoupe blanche. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi sur la pluie, sur le travail, mais aucun son n'est sorti. J'ai attrapé ma propre tasse, vide, et j'ai fait semblant de boire une gorgée. Le silence qui s'est installé n'était plus le même que les autres fois. Il n'était plus confortable. Il y avait quelque chose dedans, une question qui flottait dans l'air entre la table et la fenêtre embuée. J'ai regardé l'oiseau de bois. Il était immobile, mais il me semblait qu'il venait de changer le monde. Dehors, les phares des voitures dessinaient des traînées de lumière sur le trottoir mouillé, et j'ai su que quelque chose venait de se briser. Ou de commencer. Après 3 mois de café du mardi, je connaissais le bruit de ses roues sur le trottoir et la façon dont elle plissait les yeux en lisant le menu, même si elle commandait toujours la même chose. Je connaissais le rythme de sa respiration quand elle était fatiguée. Mais ce jour-là, après que ses doigts ont effleuré les miens au-dessus de ce petit oiseau en merisier, le silence entre nous est devenu une chose palpable, une chose que je ne savais plus comment nommer. Le mardi suivant, tout était pareil et tout était différent. Le même café, la même table près de la fenêtre, le même thé au jasmin pour elle et le même expresso pour moi. Mais mes doigts tapotèrent le bord de ma tasse, un rythme que je ne parvenais pas à contrôler. J'ai regardé ses mains, posées calmement sur ses genoux, et je me suis demandé si elle sentait encore le contact fantôme de nos doigts, la veille, sur le bois poli. L'oiseau en merisier était resté sur mon établi, mais je le voyais sur la table entre nous, une présence invisible qui occupait tout l'espace. Béatrice a remué son thé plus longtemps que d'habitude, la petite cuillère heurtant la porcelaine avec un tintement régulier. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, son regard n'était pas celui d'une avocate ou d'une cliente. J'ai détourné les yeux vers la rue, où un cycliste venait de griller un feu rouge. La semaine d'après, les mots sont sortis de ma bouche avant que j'aie pu les retenir. Vous devriez venir à l'atelier. Un jour. J'ai passé 1 heure à balayer la sûre après ça, même dans les coins qui n'étaient jamais sales. Je me suis surpris à réarranger mes outils, à aligner parfaitement les ciseaux à bois par taille, comme si un inspecteur allait passer. J'ai ouvert la grande fenêtre pour chasser l'odeur de solvant, laissant entrer l'air frais et le bruit de la ville. Elle est venue un jeudi après-midi. L'odeur de térébenthine et de bois fraîchement coupé l'a enveloppée dès qu'elle a franchi la porte. Elle a fait rouler son fauteuil sur le plancher en béton, les roues faisant un bruit doux et étranger dans mon silence habituel. Ses yeux ont balayé l'espace,
s'attardant sur les outils accrochés au mur, sur la carcasse d'un secrétaire du XVIIIe siècle, sur la poussière dorée qui dansait dans un rayon de soleil. Elle n'a rien dit. Sa main a glissé sur un plateau de chêne brute, ses doigts suivant les veines du bois. « C'était une voiture », a-t-elle dit sans me regarder. Sa voix était neutre, factuelle. Pluie, un virage mal négocié, très banal en fait, ça fait 10 ans. J'ai continué à poncer un pied de table que je tenais dans ma main, le geste répétitif de mon pouce allant et venant sur le bois, le rendant de plus en plus lisse. Je n'ai posé aucune question. Quelques semaines plus tard, de retour au café, elle a repris le fil comme si nous ne l'avions jamais quitté. Le plus dur, ce n'est pas le fauteuil, c'est le regard des gens. Elle a fait tourner sa tasse entre ses mains. Soudain, tu n'es plus une femme. Tu es une situation, un problème à gérer. Les hommes, surtout. Soit ils ont peur, soit ils veulent te sauver. Personne ne te regarde, juste. On est comme ça. J'ai arrêté de respirer pendant 1 seconde. Je lui ai parlé de Chloé. Pas son nom, jamais son nom. Juste elle. Je lui ai dit comment, après son départ, j'avais démonté et remonté chaque meuble de l'appartement. Un besoin de comprendre la structure des choses, de voir si je pouvais réparer ce qui était cassé. J'ai gratté une tache de café séché sur la table avec mon ongle. J'ai senti son regard sur moi, mais je ne l'ai pas croisé. J'ai continué à gratter la tache jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le mois suivant, j'ai apporté l'oiseau en merisier. Je l'avais fini, poli avec de la cire d'abeille, jusqu'à ce qu'il brille d'une lueur douce. Je l'ai posé sur la table, à côté de sa tasse. Il était petit, presque fragile. « Pour vous », j'ai murmuré. Ses doigts se sont refermés dessus. Je l'ai regardé le tenir, le faire tourner dans sa paume. Un muscle a tressailli au coin de sa bouche. Elle l'a glissé dans la poche de son manteau sans un mot. Un soir, nous sommes sortis du café et un homme nous a dévisagés. Son regard a glissé de moi à elle, puis est revenu sur moi avec une sorte de pitié interrogatrice. J'ai senti le sang monter à mes joues. Sans réfléchir, j'ai fait un pas sur le côté, me plaçant légèrement devant elle, comme pour la protéger de ce regard. Mes mains se sont crispées dans mes poches. Elle a posé sa main sur mon bras, juste 1 seconde. Le contact a suffi. Les conversations se sont approfondies. Elle m'a parlé de l'homme qui était avec elle dans la voiture, son fiancé. Il s'en était sorti avec quelques égratignures. Il était parti 3 mois après. Il disait qu'il ne supportait pas de me voir comme ça, a-t-elle raconté en regardant le fond de sa tasse vide. En vérité, il ne supportait pas sa propre lâcheté. J'ai repoussé ma chaise, le bruit a raclé le sol. Je me suis levé pour aller chercher de l'eau au comptoir. Nous avons commencé à nous voir en dehors du café. Des promenades le long de la Seine, le soir, quand les touristes étaient répartis. L'air était froid, nos souffles formaient des nuages blancs. Je marchais lentement à ses côtés, mes mains enfoncées dans les poches. Parfois, son fauteuil roulait sur une de mes chaussures. Aucun de nous ne le mentionnait. Nous regardions les péniches glisser sur l'eau noire, leur lumière se reflétant à la surface comme des étoiles brisées. Un soir, il s'est mis à pleuvoir, une bruine fine et persistante. J'ai ouvert mon parapluie et je l'ai tenu au-dessus de nous deux. Pour qu'elle soit bien abritée, j'ai dû me rapprocher. Mon épaule touchait la sienne. Je sentais la chaleur de son corps à travers nos manteaux. Nous sommes restés là, immobiles sous le crépitement de la pluie sur la toile, à regarder les gouttes troubler la surface du fleuve. Mon cœur battait dans mes tempes. Elle a tourné la tête vers moi. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais voir mon propre reflet dans ses lunettes mouillées. J'ai vu la petite cicatrice sur son sourcil, les fines ridules au coin de ses yeux. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais les mots n'avaient aucun sens. J'ai juste tenu le parapluie un peu plus fermement, mon pouce appuyé contre le métal froid de la poignée. Elle a levé la main et a essuyé une goutte de pluie sur ma joue avec le dos de son doigt. Le geste était si léger, si inattendu, que j'ai sursauté. Sa peau était fraîche. Mon regard a glissé vers ses lèvres. J'ai senti une traction dans ma poitrine, une envie de me pencher en avant, de combler la distance. Mais je n'ai pas bougé. J'ai juste laissé le bruit de la pluie et de nos respirations remplir le silence. Après ça, quelque chose a changé. Une sorte de certitude tranquille s'est installée entre nous.
Les mardis sont devenus des jeudis, puis des samedis aussi. Elle m'a dit que l'oiseau en bois était posé sur sa table de chevet. Je lui ai montré comment reconnaître les différentes essences de bois juste au toucher, les yeux fermés. Elle a ri quand ses doigts ont hésité entre le frêne et le hêtre. J'ai enregistré le son de son rire dans ma tête. 6 mois après notre rencontre dans cet ascenseur, je me suis rendu compte que je ne pensais plus à Chloé quand je me réveillais. Je ne préparais plus 2 cafés par habitude. L'appartement semblait moins vide. Le silence n'était plus une absence, mais une attente. L'attente du prochain message de Béatrice, du prochain mardi, de la prochaine promenade sous la pluie. J'ai passé la main sur la commode Louis XV et pour la première fois, elle ne m'a plus semblé être un échec. Un soir, en rentrant à l'atelier, j'ai trouvé un livre posé contre ma porte. Un vieux recueil de poésie relié en cuir. À l'intérieur, sur la page de garde, son écriture « Pour remplir les silences, B ». J'ai serré le livre contre ma poitrine. L'odeur du vieux papier s'est mêlée à celle de la sueur sur mes vêtements. Je me suis assis sur les marches, sous la faible lumière du couloir, et j'ai commencé à lire. Nous avions construit quelque chose, sans plan, sans nom. Une structure solide, faite de silence partagé et de vérité murmurée. C'était une restauration lente, patiente. Nous nous étions trouvés, 2 pièces d'un meuble oublié, et nous commencions à nous ajuster l'un à l'autre, à combler les manques. J'ai senti un calme que je n'avais pas connu depuis des années, une sorte de paix fragile. J'étais assis à mon établi, tard dans la nuit, en train de lire le livre qu'elle m'avait offert. La ville était silencieuse. J'ai tourné une page, le papier fin crissant sous mes doigts. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré sur le bois à côté de moi. L'écran s'est allumé, illuminant la pénombre de l'atelier. J'ai baissé les yeux. Un message, un seul mot. Léo. Et en dessous, un nom que je n'avais pas lu depuis 2 ans. Chloé. Mon pouce s'est immobilisé au-dessus de l'écran. Le livre a glissé de mes genoux et est tombé sur le sol avec un bruit sourd. Dehors, une sirène lointaine a déchiré la nuit, et tout le calme que j'avais si patiemment assemblé a volé en éclats. J'ai fixé l'écran, le nom de Chloé brillant dans l'obscurité de l'atelier. Le livre que Béatrice m'avait offert gisait ouvert sur le sol, page contre le béton froid. Mes doigts étaient glacés, incapables de bouger, de répondre ou d'éteindre la lumière crue du téléphone. J'ai entendu le bruit de ma propre respiration, rapide et saccadée, dans le silence soudainement hostile. J'ai fini par poser le téléphone face contre l'établi, comme si je pouvais étouffer les lettres qui formaient son nom. Le lendemain, mes mains ne m'obéissaient plus. En essayant de polir un pied de chaise, j'ai laissé le papier de verre glisser, créant une rayure profonde dans le bois que je venais de passer des heures à parfaire. J'ai lâché l'outil avec un bruit sec. La poussière dorée en suspension dans l'air semblait se moquer de moi. Je suis resté debout, les bras ballants, à regarder mon erreur. J'ai poussé mon téléphone plus loin sur l'établi, le recouvrant d'une fine couche de sueur. C'était mardi, notre mardi. J'ai pris mon téléphone, les doigts sales de cire et de poussière. J'ai écrit un message, effacé les mots, les ai réécrits. Je ne peux pas aujourd'hui, trop de travail. C'était court, impersonnel, un mensonge. Mon pouce a tremblé une seconde avant d'appuyer sur envoyer. J'ai posé le téléphone et j'ai attrapé un vieux chiffon que j'ai commencé à tordre entre mes mains, encore et encore, jusqu'à ce que mes paumes me brûlent. Sa réponse est arrivée presque aussitôt. D'accord. Prends soin de toi, Léo. Pas de questions, pas de reproches, juste ça. Cette simple phrase a rendu mon mensonge plus lourd. J'ai marché jusqu'à la commode Louis XV, celle qui occupait mon salon depuis des mois. J'ai posé ma main sur sa surface lisse et froide. J'ai senti une colère monter en moi, une colère sans objet, et j'ai dû serrer les poings pour ne pas frapper le bois précieux. Une semaine s'est écoulée. Une semaine de silence. Je n'ai pas appelé, elle non plus. Je me suis noyé dans le travail, ponçant, vernissant, assemblant jusqu'à ce que mes muscles crient et que mon esprit soit vide. Un matin, en préparant mon café, j'ai attrapé une 2e tasse par réflexe, la tasse de Chloé. Je l'ai regardée une seconde, puis je l'ai jetée contre le mur de la cuisine.
Le bruit du fracas a été violent. Libérateur. J'ai balayé les morceaux de porcelaine avec une main qui ne tremblait plus. Un autre message de Chloé est apparu sur mon écran. On pourrait se voir, juste une fois. J'ai lu les mots et j'ai senti un froid glacial m'envahir. J'ai effacé la conversation sans répondre. Je suis resté longtemps à la fenêtre de l'atelier, à regarder les feuilles mortes tourbillonner sur le trottoir. Mon reflet dans la vitre me montrait un visage que je ne reconnaissais pas, avec une barbe de plusieurs jours et des yeux cernés. En rangeant un tiroir de mon établi, mes doigts ont trouvé une petite chute de merisier, le même bois que celui de l'oiseau. Le contact était doux, familier. Je l'ai serré dans ma paume. J'ai pensé à lui, au petit oiseau, posé sur sa table de chevet, à des kilomètres de mon atelier silencieux. J'ai imaginé sa main se poser dessus le matin. J'ai refermé les doigts sur le morceau de bois jusqu'à ce que ses arêtes s'impriment dans ma peau. L'absence de Béatrice était devenue un bruit de fond, une note constante et sourde dans mes journées. Chaque fois que j'entendais le bruit de roues sur le trottoir, je sursautais. Le café du coin me semblait étrangement sombre. Le silence que nous partagions était plein de choses non dites. Ce silence-ci était juste vide. J'ai compris que la peur que Chloé avait réveillée en moi me faisait fuir la seule chose qui avait eu du sens depuis des années. Je me suis assis sur le vieux tabouret de l'atelier, l'odeur de térébenthine me piquant les narines. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à son nom. Béatrice. J'ai revu son visage sous la pluie, son doigt sur ma joue, sa voix me racontant sa solitude. Ma propre solitude m'a semblé soudain insupportable. J'ai pris une grande inspiration et l'air a semblé moins lourd. Mon pouce a appuyé sur l'icône verte. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois. Un silence interminable. J'allais raccrocher quand sa voix a retenti, à peine un murmure. « Léo ?» Elle ne sonnait ni comme une avocate, ni comme une femme en colère. Juste fatiguée, vulnérable. J'ai fermé les yeux, m'agrippant au bord de l'établi. « Béatrice », ai-je dit, ma propre voix rauque à force de ne pas avoir parlé. « Est-ce qu'on peut se voir ? J'ai besoin de te parler. Vraiment. » Un long silence a suivi au téléphone. Puis elle a dit oui. Un simple mot, à peine audible. Nous avons convenu de nous retrouver à mon atelier 1 heure plus tard. J'ai raccroché et je suis resté immobile, le téléphone serré dans ma main. Puis, j'ai commencé à bouger. J'ai balayé la sûre, j'ai rangé des outils qui étaient déjà en ordre. J'ai ouvert la grande fenêtre, laissant l'air froid de la fin d'après-midi envahir l'espace, chassant l'odeur de mes doutes. Je l'ai entendu arriver avant de la voir. Le bruit familier des roues de son fauteuil sur le trottoir inégal. Le son s'est arrêté devant ma porte. Mon cœur a cogné une fois, fort, contre mes côtes. J'ai essuyé mes paumes sur mon jean et j'ai ouvert la porte. Elle était là, enveloppée dans son manteau sombre, son visage pâle sous la lumière déclinante. Ses yeux ont balayé mon visage avant de se fixer sur un point au-dessus de mon épaule. Elle est entrée sans un mot. Le fauteuil a roulé doucement sur le sol en béton. L'air entre nous était lourd, épais. J'ai refermé la porte. Le clic du loquet a résonné dans l'atelier. Elle s'est arrêtée près de la commode Louis XV, sa main effleurant le bois que j'avais passé tant de temps à restaurer. J'ai ramené une mèche de cheveux derrière mon oreille, un geste nerveux pour occuper mes mains. Je ne savais pas par où commencer. Elle a sorti quelque chose de la poche de son manteau. Le petit oiseau en merisier. Elle l'a posé sur la surface polie de la commode. Il avait l'air minuscule, abandonné. J'ai failli le jeter, a-t-elle dit, sa voix neutre, sans émotion. Elle me regardait enfin. Son regard était un mélange de fatigue et de quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai fait un pas vers elle. « Béatrice, je suis désolé. Ce n'était pas... Ça n'avait rien à voir avec toi. » Les mots semblaient insuffisants, usés. J'ai pris un ciseau à bois sur l'établi. Le métal froid et lourd dans ma paume était un point d'ancrage. C'est une vieille histoire. Quelqu'un est revenu. Quelqu'un que je ne voulais plus voir. J'ai fixé la lame de l'outil, incapable de soutenir son regard. Elle a secoué la tête, un mouvement presque imperceptible. « Léo, tu n'as pas à t'excuser. » Sa voix était douce, mais chaque mot pesait. « Tu es jeune,
Tu as le droit de faire des erreurs, de changer d'avis. Tu n'as pas signé pour ça. » Son geste vague a englobé son fauteuil, la différence d'âge entre nous, le silence qui s'était installé. C'était une porte de sortie. Une porte qu'elle me tenait grande ouverte. J'ai reposé le ciseau sur l'établi. Le son métallique a été sec, définitif. Signé pourquoi ? J'ai fait un autre pas, réduisant la distance entre nous. Pour une femme qui me parle de livres que je n'ai jamais lus ? Pour quelqu'un qui remarque quand j'ai changé de cire à polir ? Ma voix était plus ferme maintenant. C'est pour ça que je n'ai pas signé ? Je voyais la petite cicatrice sur son sourcil se plisser. Ses yeux se sont voilés. Elle a baissé le regard vers ses mains, posé sur ses genoux. Pour une femme qui a une peur panique des ascenseurs et qui craint qu'on l'oublie quelque part, a-t-elle murmuré, les mots à peine audibles. Pour une femme qui a peur de finir seule. Sa vulnérabilité était là, nue, posée entre nous comme l'oiseau de bois sur la commode. Je me suis agenouillé devant elle. Le béton était froid et dur sous mes genoux, mais je ne le sentais pas. J'ai attendu qu'elle relève les yeux. Nos visages étaient au même niveau, comme la première fois, dans cette boîte de métal suspendue dans le vide. « Je me souviens de ce que tu as dit ce jour-là, » ai-je dit doucement. « Tu as dit, je ne mourrai pas seul. » Je l'ai vu déglutir. J'ai continué. Ma voix n'était plus qu'un souffle. Et je me souviens de ce que j'ai répondu. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Ses doigts étaient froids. Je les ai serrés doucement. Quand ce message est arrivé, j'ai paniqué. J'ai eu peur que le passé ne revienne tout casser. Surtout ce que nous avons. J'ai enfin dit le mot. Nous. Une larme a perlé au coin de son œil et a roulé lentement sur sa joue. Elle ne l'a pas essuyée. Sa main a serré la mienne en retour. La pression était faible, mais elle était là. « J'ai eu peur aussi, Léo », a-t-elle chuchoté. « J'ai toujours peur. Peur que ce soit trop beau. Peur que tu te réveilles un matin et que tu réalises. » Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. « Alors ayons peur ensemble. » Les mots sont sortis, simples et vrais. Ce n'était pas une grande déclaration, pas une promesse d'éternité. C'était juste une offre, une présence. Rester là, sur le sol froid de l'atelier, et ne pas la lâcher. Je suis resté agenouillé à la regarder, laissant le silence revenir, mais cette fois, il était différent. Il était plein. Je me suis relevé lentement. J'ai pris l'oiseau en bois sur la commode. Sa surface était lisse et chaude sous mes doigts. Je l'ai placé dans sa paume ouverte et j'ai refermé ses doigts dessus. « Il est à toi », ai-je dit. « Il a toujours été à toi. » Elle a serré la petite sculpture dans sa main, un point de chaleur contre le froid de sa peau. Elle a fait rouler son fauteuil pour se mettre à côté de moi, face à la commode inachevée. Nos épaules se frôlaient presque. L'odeur de la térébenthine se mêlait à son parfum discret. « Je dois finir ça », ai-je dit, ma voix retrouvant un ton normal. « Ça a assez duré. » Elle a hoché la tête, son regard fixé sur le meuble. « Et après ?» a-t-elle demandé. « Un jour à la fois, Léo ?» J'ai tourné la tête vers elle et j'ai souri. Un jour à la fois. 1 an a passé depuis ce jour dans mon atelier. Le matin, je prépare toujours 2 tasses de café, mais maintenant, aucune n'est jetée dans l'évier. L'appartement du 11e arrondissement a changé. J'ai poncé le seuil de la porte-fenêtre pour en faire une rampe douce, presque invisible. Je lui tends sa tasse, nos doigts se frôlent. Elle la prend, le souffle de la vapeur embue ses lunettes. Elle les essuie avec le coin de sa manche, un geste que je connais par cœur. Les mardis au café ont été remplacés par des samedis à l'atelier. J'ai construit un bureau pour elle dans un coin, à la bonne hauteur, en frêne claire. Pendant que je ponce une vieille bibliothèque, le bruit de mes outils se mêle au cliquetis discret des touches de son clavier. Parfois, elle lève les yeux de son écran et me regarde travailler. Elle ne dit rien, mais elle incline la tête sur le côté et je dois m'arrêter 1 seconde pour reprendre mon souffle. Je me surprends à sourire sans raison. En passant une couche de vernis sur un plateau de table, je vois nos 2 silhouettes se refléter dans le bois brillant. Je ne suis plus le garçon anxieux qui fixait son découvert bancaire dans un ascenseur. Mes mains,
qui tremblaient en composant son numéro, sont maintenant stables. Elles savent réparer le bois, et elles savent tenir la sienne sans la serrer trop fort. Je passe un doigt sur une de mes jointures, là où la peau est encore un peu rugueuse. Le petit oiseau en merisier est posé sur la cheminée du salon, juste à côté du recueil de poésie qu'elle m'a offert. Il a trouvé sa place. Sa surface polie par le temps attrape la lumière du matin. Parfois, en passant, je vois que Béatrice l'a tourné dans une autre direction, comme s'il s'apprêtait à prendre son envol. Je le remets droit, un dialogue silencieux que nous avons, un jeu qui n'appartient qu'à nous. Je sais qu'elle le regarde quand elle se croit seule. Nous ne parlons jamais du futur. Nous parlons de la journée qui vient de passer, des dossiers qu'elle a gagnés, du grain d'un bois que je viens de découvrir. Un soir, en rentrant, elle a fait tomber ses clés juste devant la porte. J'ai fait un pas pour les ramasser, mais elle a levé la main pour m'arrêter. Je suis resté immobile, les mains dans les poches, et je l'ai regardée se pencher, manœuvrer et les récupérer elle-même. Son soupir de satisfaction a été plus éloquent que n'importe quel mot. La nuit, le silence de l'appartement n'est plus un vide. C'est un espace rempli de la respiration de Béatrice à côté de moi, du craquement du parquet que je connais. Elle lit souvent tard, la lumière de sa liseuse projetant des ombres dansantes sur le plafond. Je fais semblant de dormir. Je sens le moment où elle pose sa main sur mon épaule avant de s'endormir à son tour. Le poids de sa main est un ancrage, une certitude simple. Parfois, je repense à cette promesse murmurée dans le noir d'un ascenseur. Je ne mourrai pas seul. Ce n'était pas la peur de la mort, c'était la peur de vivre sans être vu. Je la regarde dormir, une mèche argentée tombée sur son front. Je la repousse doucement, mon doigt effleurant sa peau. Je ne lui ai jamais dit que ce jour-là, dans cette boîte de métal, elle n'était pas la seule à avoir été sauvée de la solitude. Aujourd'hui, je finissais de restaurer une petite chaise d'enfant. Le soleil de fin d'après-midi filtrait par la grande fenêtre de l'atelier, remplissant l'air de poussière dorée. Béatrice a roulé jusqu'à moi et a posé sa main sur mon bras. Je me suis arrêté de travailler. Nous sommes restés là, à regarder la lumière décliner sur les toits de Paris. Ma main a recouvert la sienne. C'était tout. C'était assez. C'était un jour de plus.